Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver. Au sommaire de Ça vous regarde ce soir, où va le gouvernement? Le regain de l'épidémie contraint l'exécutif à naviguer à vue. Peut-on mener de front à la fois la poursuite des réformes et la gestion du coronavirus? Comment font nos voisins européens? Et la présidentielle se jouera-t-elle sur la crise sanitaire Covid? Le cap impossible, c'est le thème de notre grand débat ce soir. Nous parlerons aussi de l'enseignement de l'arabe à l'école. C'est l'une des mesures d'Emmanuel Macron pour lutter contre la montée de l'islamisme. Aujourd'hui, seul un élève sur 2000 apprend l'arabe au collège ou au lycée. Faut-il renforcer cet apprentissage? Réponse dans notre face-à-face. Thomas Després, lui, reviendra dans sa chronique sur le débat houleux sur les néonicotinoïdes. Le vote a eu lieu ce soir et ce pesticide tueur d'abeilles sera bien réintroduit pour sauver la filière betterave. Voilà, tous ces sujets, on va les aborder avec notre grand témoin. C'est un iconoclaste chez les Républicains, très à droite sur la sécurité, très à gauche sur le social. Il pourrait se présenter au régional et pourquoi pas en 2022. Guillaume Pelletier est avec nous ce soir. Voilà donc pour le programme. Tout de suite, place au grand débat. Et bienvenue à vous, chers téléspectateurs. Merci d'avoir choisi LCP. Bonsoir Guillaume Pelletier. Bonsoir. Merci d'être avec nous. C'est une première dans Ça vous regarde. Soyez le bienvenu. Vous êtes député Les Républicains du Loir-et-Cher, numéro 2 des Républicains. On va passer une heure ensemble, je le disais. On va parler de l'apprentissage de l'arabe à l'école. On va parler un petit peu de votre famille politique qui se cherche un champion. Mais on va commencer avec cette question. Le Covid a-t-il paralysé les réformes dans le pays? Comment gouverner quand l'incertitude est la seule boussole? Bonsoir Coralie Dubost. Bonsoir. Merci d'être là, députée La République En Marche de l'Hérault. J'ai le plaisir d'accueillir Pascal Perrineau. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là, politologue au CEVIPOF à Sciences Po Paris. Un syndicaliste va nous rejoindre dans un instant. Cyril Chabagnier, il préside la CFTC. Et bonsoir Stéphane Blakowski. Bonsoir Myriam. L'œil de Blacko. J'éteins mon portable en me disant mais mon Dieu. Vous faites bien, nous sommes en direct. Les portables sont éteints. Ça tombe bien, vous ouvrez le bal avec votre billet. Si j'ai bien compris, tout de suite. Si j'ai bien compris ce soir, Stéphane. Eh bien, si j'ai bien compris, Myriam, le gouvernement aimerait bien tourner la page du Covid, comme nous tous ici, mais pas pour aller boire des coups comme vous et moi. Non, le gouvernement aimerait pour mener à bien toutes les réformes qu'il avait promis d'engager sur le quinquennat. Et alors le problème, c'est que le virus rôde toujours. Moi, j'ai ouvert Le Monde hier soir, ça m'arrive, et là j'ai été surpris par une courbe, vous allez voir, assez menaçante par sa forme. C'est la courbe bleue qu'on voit là. C'est le nombre de cas de contamination, vous voyez, qui grimpe sérieusement ces derniers temps, au point effectivement de ressembler à une deuxième vague du virus, quoi. Alors est-ce que cette deuxième vague va paralyser l'action, les réformes du gouvernement? Ce qui est sûr, c'est déjà que la présence du virus occupe à peu près tous les esprits. C'est très difficile d'attirer l'attention sur un autre débat. Bon, par exemple, Macron a fait un discours assez remarqué, quand même assez fort, sur le séparatisme islamiste. Habituellement, il s'engage derrière ce genre de discours, une semaine de débat, de polémique, de réaction. Là, il n'y a que le virus qui occupe les esprits. Donc, on prend les journaux de ce matin, et on prend les 3 plus gros quotidiens du point de vue du tirage. Le Monde, de quoi parle-t-il? Eh bien, de recherche de traitement à la une sur le Covid. De son côté, Le Parisien, à la une, c'est l'effet clandestine qui, attention, propage le Covid. Et de son côté, Le Figaro, toujours le Covid, mais cette fois-ci, qui menace les entreprises. Donc, il n'y en a que pour le Covid à la une. Ça veut dire que le gouvernement va devoir attendre la fin de l'épidémie pour poursuivre les réformes? Alors, officiellement, évidemment, pas question pour le gouvernement d'attendre. Courage politique, c'est de poursuivre les réformes dans la tempête, mais on voit que c'est déjà assez compliqué, puisque déjà sur l'assurance chômage, il y a eu un premier recul, il y a eu un décret publié en juillet, donc on suspend la partie de la réforme qui a déjà été mise en œuvre, et en plus on reporte la deuxième partie de la réforme sur l'assurance chômage en janvier. Mais en janvier, est-ce que vous êtes sûr que la réforme va entrer en œuvre en janvier? Mais c'est même pas sûr. Quand on en parle à la CFDT, qui sont généralement pas non plus les plus difficiles à convaincre, eh ben ils sont pas trop d'accord, on écoute Laurent Berger. Il aurait fallu aller beaucoup plus loin parce qu'en janvier, on sera dans une situation où le chômage aura encore augmenté, évidemment. Malheureusement, je ne suis pas un oiseau de mauvais augure, c'est juste une évidence. Et que ce ne sera pas le moment de réduire l'indemnisation des demandeurs d'emploi. Donc ça, c'est l'assurance chômage. Qu'en est-il pour les retraites? C'est pareil. Officiellement, on affiche sa détermination. Donc il y a même un secrétaire d'État qui est chargé des retraites, Laurent Pietraszewski. Donc évidemment, il doit témoigner justifier de son emploi, sinon c'est emploi fictif. Et alors là, c'est des grosses complications. Donc lui, quand il passe sur BFM Business, qu'est-ce qu'il dit? Il dit non, c'était pas un emploi fictif. Regardez, on voit la capture d'écran, on va pas se payer un son BFM, c'est trop cher, mais la réforme des retraites,
aura bien lieu. Voilà, il est catégorique. En revanche, nous, sur LCP, quand on invite Marc Fesneau, la réforme des retraites aura bien lieu quand? C'est-à-dire l'année prochaine en tout cas, il n'est pas très catégorique sur l'année prochaine, Marc Fesneau. Le Premier ministre a dit il faut regarder les conditions qui permettront d'avoir un débat, qui permettent d'avancer sur ce sujet sans se retrouver dans une conflictualité. 2021 ou pas 2021? Ça dépendra de la temporalité, des conditions. Donc, ça n'est pas acquis. Voilà, ça dépendra donc de la temporalité des conditions. Bon, on a vu que ce n'était pas acquis, effectivement. Donc si le gouvernement ne mène pas cette réforme en 2021 à cause du Covid, est-ce qu'il va la mener en 2022, année des présidentielles, où Guillaume Pelletier sera peut-être candidat? C'est délicat, donc c'est une vraie question. Est-ce que le Covid n'est pas en train, en fait, de paralyser l'action du gouvernement? Coralie Dubost, ce Covid, au fond, il suspend tout. Alors, les réformes. La bonne nouvelle, c'est que nous avions conduit 90% du programme d'Emmanuel Macron dans les 3 premières années de mandat. Donc l'essentiel des engagements de campagne du président de la République et de nous, parlementaires, dans nos législatives, nous les avions tenus. Certaines des réformes, effectivement, comme ça a été évoqué par Stéphane, notamment celle de l'assurance chômage, nous les avons suspendues parce que le contexte des conséquences de cette crise sanitaire et de la gestion de crise font qu'il ne nous semble pas que ce soit le moment le plus adéquat. Cela n'empêche que la première plus grande partie du travail a été faite et quand les conditions le permettront, elles pourront revenir. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce n'est pas trop grave? Non, ça veut dire de ne surtout plus transformer le pays, c'est très important. Finalement, on est exactement dans la même situation que tous les Français. Nous avons demandé à tous les Français d'adapter leur activité. C'est la même chose pour nous. Alors nous l'adaptons sur les missions, sur les priorités à traiter dans le fond, et nous l'adaptons aussi dans la façon de travailler. Il y a beaucoup de Français en télétravail, beaucoup de Français de restaurateurs qui ont des protocoles sanitaires particuliers. Nous, à l'Assemblée, c'est pareil. On va revenir là dans des temps où nous ne sommes pas tous présents avec des délégations. Gouverner au jour le jour dans l'incertitude totale, c'est le lot de ce gouvernement, et tant pis pour la feuille de route et de ce virus et des Français. Pascal Perrineau, gouverner, c'est prévoir. Quand on ne peut plus prévoir, est-ce qu'on ne peut plus gouverner? On tente de gouverner, mais en effet, en ayant l'horizon bouché. Au fond, ce qu'a fait cette crise de la Covid-19, c'est qu'elle nous a privés, j'espère temporairement, d'avenir. Il n'y a plus d'avenir prévisible. On le voit bien, tout le monde gère ses entreprises, ses organisations au jour le jour. Or, la réforme, ça demande quoi? Ça demande, ça n'est pas toujours le cas, mais ça demande à être inscrit dans un avenir pour lui donner du sens, pour associer, si possible, les citoyennes et les citoyens à ce changement qui vient d'en haut. Et là, on le voit bien, le gouvernement, ne serait-ce que sur la crise de la Covid-19. Et on le voit quand on écoute M. Olivier Véran, on le voit quand on écoute le Premier ministre. Jour après jour, on va d'inflexion en inflexion. Si l'on prend un temps un peu plus long, 15 jours après, on dit parfois un peu le contraire de ce qu'on a pu dire 15 jours avant. Non pas parce qu'on est idiot, mais parce que les circonstances ont évolué, les circonstances ont changé. On a changé soi-même sa religion vis-à-vis de la pandémie. Et bien sûr, la place laissée à la réforme est ténue. Pourquoi? Parce que les Français ont complètement autre chose en tête. Si vous prenez, c'était avant-hier, le sondage Elab, c'est tout à fait impressionnant. 73%, c'est-à-dire 3 Français sur 4, disent qu'ils sont inquiets ou très inquiets de la crise de la Covid-19. Et donc, dans ce contexte... En fait, parler d'autre chose, c'est inaudible. Voilà. Mais c'est complètement inaudible. Vous citiez à juste titre cette affaire du séparatisme qui va devenir d'ailleurs apparemment la laïcité, d'après ce qu'on sait. Ça sera davantage compris que le séparatisme. Eh bien, on s'aperçoit qu'en effet, il n'y a pas de place. Ça a été complètement écrasé. Et c'est terrible pour le gouvernement, mais c'est terrible pour l'ensemble des forces politiques. On verra tout à l'heure d'ailleurs si ça se passe pareil chez nos voisins européens. C'est vrai que, au fond, Guillaume Pelletier, si le gouvernement est inaudible sur tout autre sujet que la Covid-19, les oppositions le sont aussi. Et vous en êtes aussi quelque part victime. Oui, bon, vous l'avez tous dit, ça s'impose à tout le monde, mais si on considère que la politique n'est qu'une gestion au quotidien sous la houlette des hauts fonctionnaires, eux-mêmes soumis aux expertises des experts, bon, pour moi, c'est pas ça la politique. La politique, c'est l'art de changer la vie, de tracer un cap, de redonner du sens. Moi, ce que je reproche, avec beaucoup d'humilité, à Emmanuel Macron, son intuition de 2017 était juste. C'était de nous dire « je vais faire tout ce que les autres n'ont pas su faire pendant 20, 30 ou 40 ans ». Et au fond, aujourd'hui, quand on écoute nos compatriotes, et on le vit nous-mêmes, est-ce qu'il y a moins d'insécurité?
Est-ce que l'immigration est maîtrisée? Est-ce qu'il y a moins d'impôts et de taxes? Est-ce que la patrie, c'est-à-dire la communauté nationale, va mieux et soudée, tracée vers une... Non. Alors là, il y a un débat présidentiel qui arrive pour se poser ces questions. Mais ma question, c'était au fond cette pause inévitable, en quelque sorte, dans les réformes. Peut-on faire autrement? C'est-à-dire, les Français, et on l'entendait bien avec les sondages, Pascal Perrineau, sont inquiets et veulent savoir ce qui peut se passer demain. Donc l'incertitude nous amène à une forme de blocage. Mais le rôle du politique, c'est de rassurer. Je vais donner un exemple. On nous a dit tout et n'importe quoi sur le masque, tout et n'importe quoi sur les tests. On nous dit tout et n'importe quoi sur les lits de réanimation. Écoutez Philippe Juvin et tant d'autres médecins. En France, on a 5000 lits de réanimation. Le même chiffre qu'au printemps dernier. Mais qui est aussi dans votre famille politique, sûr. Philippe Juvin. Enfin, qui est reconnu quand même, bon. Tout à fait. 25 000 lits en Allemagne. Mais qu'est-ce qu'on a fait pendant 6 mois? Les Français aimeraient, bien sûr qu'on est tous prêts à respecter un certain nombre de gestes et de critères, très bien. Mais le rôle du politique, en 6 mois, c'est de dire... on va doubler le nombre de lits de réanimation pour apporter une solution concrète à nos compatriotes. C'est ça la politique, c'est de changer la vie. L'opposition, c'est que certes, vous ne pouvez faire autrement que de gérer cette crise, mais vous la gérez mal. Coralie Dubos. Sur les 25 000 lits, la comparaison avec l'Allemagne, vous savez très bien, je pense, si vous êtes renseigné par les médecins, que ce ne sont pas le même type de réanimation en réalité qui sont entendus et pas le même appareillage. La réanimation, c'est pas seulement un lit, c'est pas seulement une pièce, ce sont des appareils, c'est du personnel, etc. En France, on est passé de 5 000 à 15 000 lits. Donc je crois déjà que c'est pas mal. Les 5 000 lits, c'était l'héritage effectivement des gouvernements précédents. Donc en passant à 15 000, je crois qu'on a déjà démontré d'une capacité à augmenter. Vous disiez sur les impôts, mais sur les impôts, on a déjà restitué des milliards d'euros aux Français depuis le début du quinquennat, avant la crise de Covid-19. Et pendant cette crise de Covid-19, pendant cette gestion de crise, dans le prochain budget qui est en train d'être voté par la Commission des finances et qui arrivera bientôt devant l'hémicycle, on va encore rendre aux Français et aux entreprises 20 milliards d'impôts de production qui seront allégés pour les entreprises. Donc on continue. On a 30 milliards du budget qui partent sur l'engagement en matière écologique. Donc vous continuez à réformer. Donc on continue à réformer tout en gérant la crise. Personne ne Alors justement, pour revenir sujets. au thème de notre débat, nous avons la présence de M. Chabagnier. Cyril Chabagnier, bienvenue à vous d'abord. Merci, bienvenue. Et bonsoir, vous avez présidé la CFTC. Ces réformes, ces négociations sociales au ministère du Travail, où est-ce qu'elles en sont? Si on prend par exemple assurance chômage et retraite, vous les voyez, les ministres, les conseillers, vous discutez? Non, c'est des sujets qu'on a demandé qu'ils soient mis de côté et ils ont été mis de côté. Donc on travaille aujourd'hui sur la priorité et les négociations. La priorité, c'est sauvegarder l'emploi. Et donc nous avons évidemment travaillé sur le plan de relance. On travaille aujourd'hui sur le suivi du plan de relance parce que la chose principale, c'est que ce plan de relance soit efficace. Je vous rappelle quand même que c'est l'argent de tous les concitoyens. Donc en tant que syndicat, on veille, parce qu'à la CFTC, on veut que la dépense publique soit efficace, donc on veille à ce que ce plan de relance le soit. On a des tas de sujets qui ont été mis sur la table dans un agenda social qui est extrêmement chargé, des sujets qu'on n'avait pas forcément prévus. Des sujets post-Covid essentiellement. Des sujets post-Covid, avec le télétravail, avec le partage de la valeur, avec le suivi de l'APLD sur le chômage longue durée. Donc, l'APLD l'activité partielle de longue durée qui a été mise en place. Donc tous ces sujets-là, qui sont des sujets forcément liés au Covid, qui sont venus intégrer l'agenda social, ont pris l'essentiel de notre temps. Sur la réforme des retraites, parce que ça pourrait demander des efforts supplémentaires aux Français dans un temps où ils se sentent peut-être victimes d'une forme d'injustice, d'un virus qui leur tombe sur la tête. Qu'est-ce qu'on vous dit? On fait une partie, la partie universelle par point, mais pas l'âge pivot. C'est pas ce qu'on nous dit, c'est plutôt ce qu'on a demandé. C'est-à-dire que quand il y a eu la crise du Covid, on a demandé à ce que, à la fois, la réforme des retraites soit mise de côté et que la réforme aussi de l'assurance chômage, parce que vous en parliez, soit mise de côté. J'y reviendrai en quelques secondes, parce qu'il y avait une priorité à gérer. Et la priorité, c'était l'emploi, et que ce sont des réformes dont on sait qu'elles sont compliquées et que c'était pas du tout le moment de remettre une réforme qui va peut-être mettre des gens dans la rue, qui va créer des tensions. Donc, on a besoin. On ne demande pas plus de sacrifices aux Français avec cette crise. Mais vous savez, il a raison sur l'emploi. Pardonnez-moi, mais simplement, je viens en soutien. Je pense qu'il a parfaitement raison et que préserver les emplois est vraiment une urgence qu'il va falloir garder en ligne de mire pour les mois à venir, voire l'année. Nous verrons combien de temps dure cette gestion de crise. Et je regardais un chiffre intéressant dans ma circonscription la semaine dernière. Les mécanismes qui ont été mis en place de soutien par le chômage partiel, par les aides aux entreprises, les fonds de solidarité, etc., font que finalement, là où on pouvait s'attendre à beaucoup de casse, pour le mois de septembre, dans l'Hérault, on a 38% de faillites en moins que l'année précédente.
Donc l'emploi est préservé, la trésorerie des entreprises est préservée et devrait, si nous continuons dans la bonne direction, ce que nous souhaitons avec ce plan de relance où il y a énormément injecté, et là aussi la transformation. Les indicateurs sont mauvais quand même. Si le plan de relance, la macroéconomie, taux de chômage qui devrait grimper à 9,7% en fin d'année, la consommation qui reste basse, les entreprises qui attendent avant d'embaucher. Vous avez un exemple. Juste, je voulais terminer sur un dernier point. Dans le plan de relance, il y a 40 milliards qui viennent de l'Europe. Ce qui s'est passé au niveau de la solidarité européenne, ça n'était jamais arrivé. Au niveau de cette dette souveraine commune, c'était quand même extrêmement important et c'est vraiment un tour de force du président de la République Emmanuel Macron avec Angela Merkel face aux frugaux. Ça a été une grande avancée. Tout en étant dans la gestion de crise, il y a eu une avancée politique. Et saluée d'ailleurs quasiment unanimement par la presse européenne, parfois même par l'opposition. Guillaume Pelletier. Sur ce point européen, ces 40 milliards, c'est l'argent des Français et des Européens, là encore. Et sur lesquels les frugaux... Chaque année, c'est des milliards d'euros que les Français versent au budget européen. Bref, moi, il y a quelque chose qui m'a marqué par rapport à tout ce qu'on dit et le thème que vous avez choisi entre le rapport gouverner et la crise. Bon. C'est que la puissance publique, c'est ça le rôle de la politique, est devenue impuissance publique. Je vais prendre un exemple. Alors ça, c'est surprenant, parce que pour le coup, la puissance publique, elle met des milliards, là. Je vais vous donner un exemple très concret qui a marqué les esprits, et c'était déjà le cas plus mineur dans ma circonscription de Loir-et-Cher, en Sologne, avec le groupe Carrier, une multinationale qui faisait des milliards d'euros de bénéfices et qui a organisé une délocalisation de complaisance en Tchéquie, laissant sur le carreau 80 familles. On s'est battu comme des dingues avec les élus locaux de toute tendance pour obtenir des compensations. Mais sans obtenir, j'avais alerté Bruno Le Maire en 2017-2018, la compensation centrale, c'est que cette entreprise rembourse toutes les aides publiques qu'elle avait touchées de la part des Français. On nous a dit oui, ça viendra. On vient de vivre Bridgestone, chez Xavier Bertrand dans les Hauts-de-France. 800 familles abandonnées. Alors l'État dit on va s'en occuper, on va recevoir, on va réfléchir, on va reclasser. Mais le pouvoir central, l'État, les politiques n'ont pas le courage et la force de dire chaque centime d'euro que cette multinationale a touché, vous allez les rembourser. 2 millions d'euros rien que l'année dernière touchés par cette entreprise pour qu'aujourd'hui elle délocalise pour augmenter ses profits. Eh bien, cette puissance publique est redevenue, hélas, une impuissance publique. C'est le rôle de la nouvelle génération de dire ça suffit. La politique, c'est l'art de rendre possible ce qui est nécessaire. Pascal Perrineau, c'est ça qu'il faut retrouver ensemble. Sur ce point-là, puisqu'en fait, vous arrivez tout de suite sur les questions de réponse politique à cette crise, c'est vrai que ce gouvernement choisit une relance par l'offre, en baissant, au fond, les impôts de production. Ça rejoint ce que faisait François Hollande avec le CICE, et ce débat sur les contreparties, sur, au fond, cibler, pas cibler telle entreprise, rejaillit. Et Bridgestone a touché, pour reprendre l'exemple, de l'argent public du CICE. Au fond, le gouvernement, il va être jugé aussi sur sa gestion de la crise par rapport à une forme de justice sociale. C'est ça qui se joue. Bien sûr, parce que bien au-delà, si vous voulez, de l'enjeu santé, on voit tout de suite les enjeux qui arrivent après, c'est pouvoir d'achat, justice sociale. On est en France. Et la justice sociale, une certaine conception de l'égalité qui n'existe pas dans d'autres pays européens, une conception assez stricte de l'égalité, fait qu'en effet cet enjeu de justice sociale, qu'on soit de droite, de gauche ou d'ailleurs, est extrêmement important aux yeux des Français. Donc dans les réformes, il faut, je crois que c'est urgent, il faut que cet enjeu justice sociale, s'il y a relance des réformes, soit au premier plan des préoccupations. Il faut aussi, moi je suis frappé, on parle chômage, on parle à juste titre. On parle également, bien sûr, d'autres types de réformes comme les retraites. Mais y avait-il pas moyen d'accrocher à la préoccupation centrale des Français sur cette affaire du Covid-19 une audacieuse réforme, en particulier sur le système de santé? Il y a eu comme ça voilà, il y a eu des bouts de scotch de la santé, importants ont été mis. 6 milliards d'euros, mais c'était l'occasion de réformer le système de santé de manière extrêmement profonde. Même chose. Il n'y a pas de médecins généralistes dans nos provinces et nos campagnes. Même chose sur une décentralisation audacieuse. On l'a bien vu dans l'échec. C'est vrai que parfois la puissance publique peut paraître un peu désarçonnée. Dans l'échec, dans un premier temps, au mois de mars, avril, du pouvoir central, au début, ses hésitations, etc., on se dit parfois, surtout quand on voyait ça, pas de Paris, mais de région, on se disait heureusement qu'il y avait les départements et les régions.
Hein. Donc le Alors, moment est venu. Là, je ne suis pas du tout d'accord avec vous. Il faut que vous précisiez ce que vous appelez l'échec de mars-avril, parce que ni le département ni la région n'a fourni des masques, des produits pour la réanimation, etc. dans ma circonscription. Prenez le Grand Est. Ah non, moi je vous parle de chez moi dans le Sud. Prenez les Hauts-de-France. Probablement pas la même chose. Prenez le département des Charentes. Non, ça je vous assure. Écoute, renseignez-vous. Peut-être dans votre région. Que dans ma région, ça a été l'État qui a fourni à la fois les hôpitaux, les structures, les médecins libéraux, etc. Je ne pense pas qu'on puisse être unanime dans la description que vous faites. Par ailleurs, ce qu'il disait, qui me semble juste sur la justice sociale, le partage de la valeur, c'est un travail qu'on a entamé dans la loi Pacte, sur lequel j'aimerais qu'on aille toujours plus loin sur ces sujets, parce qu'il y a tant à faire. Ce que vous appelez le partage de la valeur, c'est quoi? La participation, l'intéressement? Oui, notamment, pas seulement. On a parlé de l'écart de rémunération. Voilà. Oui, voilà, il n'y a pas que cela, mais cela en fait partie. Dans la loi Pacte, on l'avait d'abord travaillé sous l'angle de la participation, de l'intéressement et des plans d'épargne retraite aussi en entreprise. Donc on avait travaillé sur ces modalités-là. Elles ont avancé et on voit que même en simplifiant, même en défiscalisant, ça n'a pas été suffisant. On a sensibilisé les entreprises territoire par territoire et c'est encore difficile pour elles d'avoir recours systématiquement aux accords d'intéressement et de participation. Donc on essaie d'aller encore plus loin et dans le cadre de ce plan de relance, on y prête aussi une attention. Alors là, je parle pour la majorité très particulière. Il y a un groupe de travail France Relance en interne qui est sur ce sujet, qui œuvre pour avoir des mesures qui accrochent au dialogue social et qui permettent aux partenaires sociaux d'être informés de ce que touchera aussi l'entreprise et qui a un rapport de transparence pour qu'ils puisse y avoir un suivi aussi et qu'on ne se retrouve pas dans les situations de Bridgestone comme ça avait été fait par les Républicains en 2008. Cyril Chabanet, quel est votre regard de syndicaliste sur, au fond, les interlocuteurs que vous avez au sein des ministères? On a l'impression qu'il y a deux temporalités. Il y a l'urgence, la gestion immédiate, et puis on nous a parlé du monde d'après, peut-être un peu trop tôt. Avec le souci d'indépendance vis-à-vis de la Chine, les relocalisations. Est-ce que ce discours-là, il est décalé aujourd'hui ? Non, il n'est pas décalé. Les deux discours vont forcément de pair. Il y a évidemment le discours d'urgence qu'on fait aujourd'hui avec des mesures qui sont prises, des mesures d'urgence pour éviter que, encore une fois, qu'il y ait un maximum de personnes qui se trouvent au chômage. Et donc, ce sont des mesures forcément d'urgence. Alors, je me permets juste de reprendre en disant que les mesures d'emploi qui réussissent, il y a des mesures qui sont fortes aujourd'hui, de l'argent qui sont mis sur la table. On va laisser un petit peu de temps avant de savoir si ça réussit ou pas. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a toute une série de réunions sur le suivi de plans de relance et pour justement regarder si chaque mesure a une certaine efficacité ou pas. Donc, restons prudents sur l'efficacité, mais des moyens sont mis. Voilà, des moyens sont mis. Ça, jusque-là, on peut le dire. Mais en même temps, on ne peut pas faire que du court terme. Il faut forcément avoir une vision d'avenir. Est-ce que cette relance, elle vous paraît bien calibrée? C'est-à-dire qu'il y a des économistes qui vous disent qu'il y a des mesures qui ne sont pas actionnables immédiatement. Justement, il faudrait pouvoir les utiliser tout de suite, alors que ce sont par exemple, la baisse d'impôts, ce sont des mesures qui auront un effet, mais beaucoup plus tard. Oui, mais la temporalité n'est pas le sujet parce qu'on va avoir, il y a des mesures en tout cas qui ont une efficacité qui devrait être de court terme et relativement efficace, on l'espère. Et puis il y a toute une série de mesures qui auront une efficacité évidemment sur du plus long terme. Mais il ne faut pas opposer les deux, il faut faire les deux. Alors je reviens aussi sur ce que vous avez dit, mais sur le remboursement des aides publiques par exemple. Peut être que d'accord. Enfin, moi, évidemment... moi, j'ai une proposition qui est prête, que le gouvernement... Bridgestone doit rendre les 3 millions d'euros. J'ai pas de souci avec ça, mais je préférerais qu'on prenne le sujet un petit peu à l'envers. C'est-à-dire qu'on devrait plutôt mieux conditionner les aides que l'on donne. Ça éviterait d'ailleurs, après, d'aller devoir faire une loi pour aller les récupérer quand elles sont mal utilisées. Donc, on pourrait quand même gagner un peu de temps. Alors, encore faut-il que ce soit possible de Attendez, mais sur le plan de relance, d'ailleurs, nous, on a dit que le plan de relance allait plutôt sur la bonne voie, ce qui répondait à votre question, mais on pensait qu'il pouvait être mieux ciblé, mieux conditionné, mieux équilibré. Voilà, et c'est sur ça qu'on pourrait faire des efforts. Et honnêtement, on pourrait conditionner. Alors, j'aimerais qu'on aille faire un tour du côté de nos voisins européens. Et je vous donnerai la parole juste après, parce qu'au fond, la question, même si vous nous emmenez directement sur le plan de relance et l'urgence, c'est est-ce que nos voisins, eux, parviennent à poursuivre les réformes ou sont-ils, comme nous, complètement monopolisés par la réponse à la Covid-19 ? Richard Verly est avec nous, il a potassé le sujet. Richard, c'est à vous. Je rappelle que vous êtes le correspondant parisien du quotidien Le Temps et chroniqueur dans cette émission. Alors, comment ça se passe ailleurs ? Alors, eh bien, Myriam, je me demande si tout ça n'est pas une question de focale. Ce qui est certain, c'est qu'en termes de priorité, partout en Europe, la Covid-19 a tout écrasé. La sécurité sanitaire est devenue le sujet majeur pour tous les gouvernements des pays de l'Union européenne, sans exception. Alors, sur ce point, à Berlin, Londres, Rome ou Varsovie, c'est à peu près la même chose.
on ne pense aujourd'hui qu'à dompter la seconde vague. Mais regardons plus précisément, est-ce que ce qui n'est pas intéressant du point de vue des réformes, c'est l'impact du coronavirus, ce qu'il a déjà initié comme changement, voire comme transformation? Vous parliez tout à l'heure, on entendait parler du plan de relance européen. Est-ce qu'il aurait vu le jour? Est-ce que cet emprunt communautaire inédit aurait été accepté par les 27 s'il n'y avait pas eu justement le risque et le danger du coronavirus? Regardez, en Allemagne, la Covid a entraîné une révolution politique puisqu'elle a littéralement ressuscité Angela Merkel, cette chancelière qu'on disait fatiguée, prête à transmettre le relais l'année prochaine à la fin de son 4e mandat. Croyez-vous qu'en Italie, le président du Conseil, Conte, aurait réussi à résister aux populistes comme il le fait maintenant s'il n'avait pas endigué la pandémie? Et regardez aussi ce que le coronavirus fait partout où il teste. L'efficacité des administrations, il agit comme un révélateur des failles, de ce qui ne marche pas, à commencer par le système de santé. Partout, il renforce le rôle des États, il ravive la politique industrielle, on vient d'en parler, mais il remet aussi en cause le jeunisme de nos sociétés parce qu'on doit prendre en compte les personnes âgées. Donc, au fond, à force de poser des questions qui fâchent à nos sociétés européennes, la Covid-19 est peut-être en train de transformer nos pays bien plus vite que ceux qui prétendaient les réformer. Merci beaucoup. Merci pour cet éclairage, Richard. Pascal Perrineau, le virus, au fond, ne réforme pas, il nous transforme. Tout à fait, il nous transforme et la lecture de Richard Verly est passionnante parce que, comme on dit dans le discours de la grande distribution, il positive cette affaire qu'on a tous tendance à percevoir comme étant extrêmement négative. Et c'est pour ça que toutes ces questions sur le monde d'après sont bienvenues. Parce que ce que nous vivons, c'est une grande transformation économique, sociale et culturelle, comme l'Europe en avait connu dans les années 20, au moment de la grande crise de 29. C'est de même ampleur. C'est trop tôt de parler, au fond, on n'est même pas sorti du jour d'après l'épidémie. On parle d'un monde qui, pour l'instant, n'a pas de réalité concrète. Jusqu'à une date récente, mourait de manque d'imagination. Au fond, il y a eu 3 périodes. Il y a eu d'abord les grandes utopies, qui ont fonctionné à droite, à gauche, surtout à gauche, où il y avait énormément d'utopies qui se sont fracassées sur la réalité. En effet, la chute du mur de Berlin, la découverte de ce qu'était objectivement le communisme, etc. Et puis après, on est rentré dans une phase où les politiques avaient le nez complètement collé sur le guidon. Et je crois que la crise de la Covid-19 va contraindre au meilleur sens du terme, on a besoin de contraindre de temps en temps, va contraindre au retour de l'imagination politique, mais une imagination politique raisonnable. C'est contradictoire dans les termes, mais une utopie à dimension humaine. Donc, le retour de l'imagination. Je vous donne la parole, mais je voudrais vous soumettre les mots de Rachida Dati. C'était dans Le Parisien. Elle est un peu plus sévère que Pascal Perrineau. Elle dit « Même avant la crise, ces réformes étaient vouées à l'échec. On parlait du 49.3 pour passer en force sur les retraites. Le Covid ou la Covid est devenu le prétexte pour ne plus rien faire et masquer l'absence de cap du gouvernement. C'est au contraire en période de crise qu'il faut avoir un cap. » Quel est votre cap, Coralie Dubost ? Alors, je voulais revenir simplement sur la transformation. Non, mais Rachida Dati, ça fait quelques fois qu'elle a des propos peu responsables. Mais sur l'imagination, la vision, le retour de l'avenir, quel est ce cap aujourd'hui ? Vous savez, on le sait, on en a déjà discuté toutes les deux, mais j'ai suivi Emmanuel Macron pour son audace, son imagination et l'optimisme de sa volonté politique. Le cap, il est où alors ? C'était précisément pour cela que j'avais rejoint En Marche et que les autres appareils politiques ne me plaisaient plus, ils ne me plaisaient pas, ils ne me faisaient pas rêver, effectivement, ils ne m'emportaient pas. Donc je pense que cette énergie qu'il y avait en 2016, nous sommes tout à fait capables de la faire ressurgir en 2020, en 2021. Mais sur quel cap, alors que le pays s'enfonce dans la crise ? Juste sur le plan de l'analyse de la transformation de la société autour de la crise du Covid, je suis d'accord et en même temps, je ne peux m'empêcher de penser, si je fais un parallélisme avec le siècle dernier, quand ils ont eu la grippe espagnole, il n'y avait pas eu d'élan de solidarité non plus comme ça, il n'y avait pas eu un grand confinement pour tout le monde. C'est-à-dire que les transformations qui se sont engendrées autour de cette crise sanitaire, elles sont aussi arrivées parce que nous étions prêts. Je pense que nous étions en train d'entrer dans cette société du care, etc., mais de façon plus ou moins consciente. Quand on dit, quand plusieurs groupes politiques veulent travailler sur la situation des aidants et que finalement nous légiférons dessus, c'est parce que précisément nous sommes entrés dans une société du care. Et ça, c'était société du care, pour ceux qui ne connaissent pas, la crise de la Covid. Le mot anglais pour désigner le lien, le souci de l'autre, la considération. Le retour, si vous voulez, d'une forme de solidarité, de capacité. L'aide aux vulnérables. Exactement, cette aide aux vulnérables qui a été le souci de tous les Français qui ont joué le jeu du confinement et qui ont aussi
était le souci du gouvernement, de l'État, du président de la République quand ils ont mis à disposition tout le soutien massif à l'emploi et aux entreprises. Le CARE, qui avait été utilisé par Martine Aubry, je le rappelle, en son temps. Pour justement rester sur le cap, les présidentielles. Écoutez ce que disait Jean-Pierre Raffarin. Pour terminer ce débat, pour lui, c'est clair, la présidentielle va se jouer à nouveau sur le virus. Ce quinquennat sera, hélas, celui de la Covid. C'est pour ça que je crois que sur le plan politique, je vois beaucoup de gens qui s'agitent sur la présidentielle. Mais la présidentielle, elle se joue sur un dossier, la gestion de la Covid. Vous êtes d'accord avec ça, Guillaume Pelletier ? Non, c'est un sujet essentiel, mais si, et Rachida Dati a raison, et parce que j'ai beaucoup aimé l'analyse de Pascal Perrineau, il y a une phrase qui m'avait marqué, alors j'étais adolescent ou post-adolescent peut-être. François Mitterrand avait eu cette phrase terrible: « Après moi, il n'y aura plus que des comptables et des financiers ». Et c'est vrai, nous sommes dirigés par des hauts fonctionnaires, très experts, très diplômés, sans doute très intelligents, mais qui ont oublié le rapport au bon sens. Moi, j'appelle à la révolution du bon sens. Bien sûr qu'il nous faut parler de la question sanitaire qui est centrale, mais sans rien oublier de tout le reste. Les Français souffrent d'insécurité, des violences. Les Français s'inquiètent pour leur pouvoir d'achat et leur salaire. Que fait-on réellement pour l'écologie ? Au fond, et c'est tout le contraire de ce que vous avez dit, Emmanuel Macron, dans nos territoires, il est considéré comme le grand président des injustices, des fractures sociales, économiques, territoriales. Il a divisé ce que la France gardait d'unité. Et donc c'est un immense échec, et probablement que 2022 devra porter cette révolution du bon sens, repartir du terrain et au plus près des gens. Alors, le débat s'achève, on va faire un dernier tour de table, et puis vous aurez le mot de la fin, Pascal Perrineau. Je donnerai à l'observateur que vous êtes. 2022, sur la crise sanitaire, non, mais on entend déjà on entend que Guillaume Pelletier est en campagne, voilà, je comprends sa campagne interne, c'est normal. Non, je parle simplement, avec les Français et pour les Français. Je ne vous ai pas coupé, même si je n'étais pas d'accord, je ne vous ai pas coupé. Sans entrer sur le fond, il y a un point quand même où je pense qu'il est irresponsable de la part des politiques aujourd'hui, quel que soit son bord partisan, de s'en prendre aux fonctionnaires et aux hauts fonctionnaires. Aux hauts fonctionnaires, pas aux fonctionnaires. J'admire les fonctionnaires, mais pas les hauts fonctionnaires. Je ne vous ai pas coupé, je n'étais pas d'accord avec vous, ça fait 2 fois que vous me coupez, monsieur. C'est un débat, vous savez, la politique, c'est ça qui est passionnant. Allez, on vous écoute là-dessus. Donc, vous ne voulez pas qu'on s'attaque aux hauts fonctionnaires. Non, je trouve que c'est injuste parce que dans cette période de gestion de crise qui dure depuis quasiment 1 an, pas encore, mais on y est depuis plusieurs mois, vous savez que qui a géré justement la logistique, les prises de décision, le fait que tout le monde puisse être fourni, alimenté, etc. Les territoires. Les hauts fonctionnaires. Je suis désolée, vous ne pouvez pas. Je termine mon propos, monsieur. Je termine mon propos et il faut que vous l'acceptiez, que vous souffriez. C'est ça la politique. Je ne vous ai pas coupé, monsieur. Vous n'êtes pas respectueux. Ouvrir ce débat qui s'achève sur les hauts fonctionnaires. Sur les hauts fonctionnaires, je trouve que c'est scandaleux pour un politique de se cacher, de cacher son défaut d'idée en s'en prenant à l'administration. Comme ça, vous créez de la défiance vis-à-vis de la fonction publique et c'est une mauvaise chose. Allez, vis-à-vis de la Monsieur Chabanier. Vous qui écoutez les salariés. 2 remarques très importantes. La première sur la question que vous avez posée, est-ce que c'est trop tôt ou pas trop tôt pour parler du monde d'après ? C'est jamais trop tôt, il faut en parler dès maintenant, parce qu'on a le souvenir de 2008, avec la crise financière, où ça serait plus jamais pareil, et on a recommencé exactement de la même manière. Donc ça, il faut l'arrêter, et aujourd'hui, il faut faire le monde d'après. Et je me permets une dernière chose sur le sujet central que vous aviez posé, sur les réformes, elles s'arrêtent pas. Il y a 2 réformes qui sont complètement différentes. Il y a l'assurance chômage, qui est une réforme qui est profondément injuste, qui a été faite à un moment donné où la situation économique allait plutôt bien, qui aujourd'hui, ce n'est plus du tout le cas. Et cette réforme s'attaque au... Celle-là, elle est quasiment enterrée. Elle est reportée au mois de janvier, elle n'est pas enterrée. Donc, le gouvernement nous dit encore qu'elle sera prolongée, en tout cas qu'ils veulent garder la philosophie. C'est une grave erreur. On ne peut pas d'un côté mettre beaucoup de moyens sur l'APLD, le chômage partiel, et en même temps aller sur une réforme de l'assurance chômage qui va sur le contraire. Et je termine de quelques mots sur la réforme des retraites, c'est autre chose. Ce n'est pas le bon moment parce que c'est un sujet qui crée des tensions et il faut régler d'autres problématiques. Sur une réforme des retraites pour un régime universel par points, on continue la CFTC de penser que c'est une bonne idée, mais ce n'est pas le bon moment. C'est dit, voilà. Et vous avez une élue de la majorité qui, manifestement, vous a bien entendu, le mot de la fin, Pascal Perrineau, sur la présidentielle. Au fond, c'est intéressant parce qu'on entend Guillaume Pelletier essayer de faire le bilan presque d'avant le Covid d'Emmanuel Macron. Est-ce que ce sera audible ? Est-ce que cette présidentielle va se jouer sur cette crise sanitaire ? Ça jouera beaucoup sur la crise sanitaire, mais pas uniquement.
hein, ça sera l'occasion pour les Français d'opérer un retour sur un quinquennat. Ça s'est passé comme ça avec François Hollande, ça s'est passé comme ça avec Nicolas Sarkozy, ça se passera aussi comme ça avec Emmanuel Macron, même si il a connu, mais Nicolas Sarkozy avait connu le tremblement de la crise financière, et voilà, les Français ont porté un jugement sur le quinquennat de Nicolas Sarkozy. Mais je crois, pour terminer, si vous voulez, que puisqu'on parle de réforme, ce qui est important, c'est l'esprit de la réforme. Et c'est peut-être l'occasion, cette crise de la Covid-19, de changer un peu l'esprit de la réforme en France. La réforme vient tout le temps d'en haut en France. Les Français n'en peuvent plus. Ils n'en peuvent plus. Sous la droite, c'est venu d'en haut. Sous la gauche, c'est venu d'en haut. Sous Macron, c'est venu d'en haut. Et je crois que l'heure est venue de la co-construction. Très bien, on s'arrête sur cette note-là. On va s'arrêter sur cette note. Vous allez poursuivre ce débat en dehors de ce studio. Merci sur chaque texte. Merci beaucoup d'avoir participé à ce débat. Je vous garde avec moi, Guillaume Pelletier, parce qu'on va parler un petit peu de vous. On va parler aussi tout de suite de votre famille politique qui se cherche difficilement, il faut le dire, un champion. Comment va la droite? Comment, franchement, va la droite, Guillaume Pelletier, et les Républicains en particulier? On sort de... Vous savez, ça fait pendant 10 ans, on a perdu les présidentielles, les législatives, les européennes. Donc on pourrait dire que tout va bien et se raconter des histoires, c'est pas vrai. On est convalescent, je pense même un peu mieux. Avec Christian Jacob, depuis 1 an, on a fait un énorme travail. On a remporté les élections municipales. 56% des villes sont dirigées aujourd'hui par les Républicains. On a remporté les sénatoriales. On remporte les élections législatives partielles. Vous avez toujours les mêmes problèmes de ligne politique et de leadership. J'y viens. La première étape, vous savez, il faut toujours être très modeste et tirer les leçons. J'écoutais Pascal Perrineau, il a raison. La droite aussi, ces 40 dernières années, c'est mon âge, a failli. Et donc, si on veut vraiment réenchanter le rêve français et parler à nouveau à nos compatriotes et avoir de l'imagination, parce que moi, ça fait très longtemps que la politique ne me fait plus rêver, mais c'est pour ça que j'ai envie d'en faire. C'est pour redonner envie aux Français de s'y intéresser. Il faut poser un bon diagnostic. Il fallait remettre tout le monde autour de la table. Ça a été tout le travail remarquable de Christian Jacob, avec Damien Abad, avec Bruno Retailleau, avec tous les talents de la famille politique, Xavier Bertrand, Valérie Pécresse, François Baroin. Bon. La deuxième étape, elle vous semble peut-être secondaire, pour moi elle est centrale. C'est le projet. Qu'avons-nous à proposer et à dire aux Français? Le projet, ce sont les idées qui mènent le monde. Pour l'instant, on voit différentes lignes encore et c'est différents projets. Alors on va en parler, mais ce que je voudrais... Et la troisième chose, vous avez raison, viendra le temps, l'été prochain, l'incarnation, parce que la politique, heureusement, ça reste aussi une incarnation. Je voudrais quand même qu'on regarde un petit peu qui prétend à l'élection suprême, parce qu'ils sont nombreux dans votre famille politique, on en parle tout de suite après. Tour d'horizon pour 2022, côté républicain, c'est signé Nathalie Guilloire. Qui pour porter les couleurs des Républicains à la présidentielle? Celui qui semblait pouvoir mettre tout le monde d'accord, c'est François Baroin. Le maire de Troyes entretient cependant le doute, même quand ce sont les militants, les Républicains qui l'interrogent. Alors, candidat ou pas? Je ne vais pas vous répondre parce que si nous sommes entre nous, dans cette salle, à partager nos valeurs, on ne fait pas abstraction de ce qui se passe dans le pays. Et que je n'ai pas croisé une personne à Troyes ou ailleurs, en dehors de ma famille qui pose la question un peu comme vous, matin, midi et soir, mais qui parle de la présidentielle. Aux Républicains, plus personne ou presque n'y croit. Alors les regards se tournent vers Xavier Bertrand. Le président des Hauts-de-France est déjà en campagne. Vous savez ma détermination à être candidat, donc je ne vais pas me cacher derrière mon petit doigt. Sauf que Xavier Bertrand n'est plus membre des Républicains depuis 2017. Pourtant, le rapprochement est en marche. La semaine dernière, il a déjeuné avec le président du parti. C'est le signal d'abord que les portes et les fenêtres de notre parti politique sont ouverts. C'est le signal que nous sommes tous sauf sectaires. Et c'est le signal aussi de la volonté de Xavier Bertrand de s'ancrer à droite. Elle non plus n'a plus sa carte aux Républicains. Elle aussi est présidente de région. Valérie Pécresse pourrait se lancer dans la course à 2022. Le sénateur vendéen Bruno Retailleau, lui, est très clair. Je serai candidat. Et puis il y a Rachida Dati qui a semé le trouble avec une interview à un quotidien britannique. Pas encore partante, mais elle n'exclut rien et surtout veut montrer que la droite ne manque pas de présidentiable. Faute de candidat naturel, comment choisir? 2017 a laissé des traces. L'idée d'une primaire donne des sueurs froides au ténor du parti. La primaire est devenue un gros mot. Chez les Républicains, on dit désormais mode de départage. Il sera fixé au printemps.
Et avant ou après avoir trouvé leur candidat, les Républicains devront aussi chercher et trouver une ligne politique claire. Voilà, ça fait quand même pas mal de chantiers encore sur la table. Vous êtes plutôt Retailleau, non? Non, moi... Non, vous êtes plutôt qui, Bertrand, Pécresse, Moi, vous savez, Dati? ce qui m'intéresse, c'est d'offrir aux Français une alternative au duel mortifère Macron-Le Pen dont plus personne ne veut et qui sont complices de manière organisée et cynique d'un effondrement de notre patrie. Alors, qui est le plus en vie quand on voit tout ce panel, selon Moi, vous? la ligne que nous portons avec Christian Jacob et tant d'autres, c'est la ligne d'une droite sociale et populaire. Parmi ceux que vous avez cités, Xavier Bertrand l'incarne assez parfaitement, il vient des territoires, il est très ancré, il défend les intérêts des Français. Mais la question de l'incarnation, elle viendra après. Ce qui compte pour nous, fondamentalement, nous, la nouvelle génération, ce sont les idées. Et je vois 4 urgences, si vous me permettez, parce que c'est ça qui est intéressant dans la vie politique et le débat public. Allez-y. La première urgence dont on me parle tous les jours, c'est la question des salaires. En France, les salaires sont trop bas. Vous voulez toujours augmenter le SMIC? Tous les salaires. Il n'y a plus d'écart entre les revenus du travail et les revenus de l'assistance. Entre quelqu'un qui fait l'effort d'aller travailler et celui qui ne travaille pas, il n'y a pas d'écart et donc tout le monde est découragé. Celui qui travaille et celui qui ne travaille pas. Il faut un électrochoc par une baisse des charges drastique qui pèse sur les entreprises, qu'on augmente les salaires de nos compatriotes pour recréer un écart et valoriser cette valeur centrale du travail qui est une valeur d'émancipation et de dignité. Pardon, je vous interromps, mais vous avez fait un livre qui avait été remarqué parce qu'il était assez iconoclaste dans ses propositions. Vous vouliez augmenter le SMIC, ça s'appelait Milieu de cordée. On est en pleine crise sanitaire, ça coûterait extrêmement cher aux entreprises. Vous le souhaitez toujours? C'est pour ça que je le précise, augmenter tous les salaires par une baisse drastique des charges qui passent sur les entreprises. Donc ça pas coûtera passer par l'augmentation du SMIC. Ça ne coûtera pas 1 centime aux entreprises. Il est hors de question. C'est dit. Non, mais si on veut valoriser le travail, il faut mieux le récompenser. On ne vit pas bien avec 1 200, 1 300, 1 400 euros net. Baisse de charges. On continue les baisses de charges. Ensuite. Le deuxième sujet dont on me parle quotidiennement, on va l'évoquer un peu tout à l'heure, par un prisme secondaire mais important, c'est la question de l'islam politique. Nos modes de vie, notre identité, 2000 ans d'histoire, des conquêtes comme l'égalité entre les hommes et les femmes qui semblent aujourd'hui remises en cause. Ça, il faut qu'on incarne l'autorité de l'État, le patriotisme fier et universel et qu'on soit intraitable. Le troisième enjeu, pour les nouvelles générations, mais pas que, tout fout le camp sur notre planète. Il y a un dérèglement terrible. Qu'est-ce qu'on propose comme écologie? Certainement pas l'écologie des Verts d'extrême gauche. Certainement pas, je voulais lui dire tout à l'heure, l'écologie de Madame Coralie Dubost qui propose un amendement cet après-midi qui vise à créer des gibiers robots pour tourner le dos aux pratiques traditionnelles de la chasse. On marche sur la tête. Il faut une écologie populaire. Et enfin, Pascal Perrineau l'a dit, c'est central. Les hauts fonctionnaires, ça suffit. Tout doit repartir du terrain, d'une révolution du bon sens, des corps intermédiaires, des présidents de département, des présidents de région, des élus locaux et des élus du peuple. Ça ressemble un peu à un programme présidentiel. Vous, c'est exclu pour 2022. Ce sera, j'espère, les orientations et les inspirations de notre... Moi, mon ambition, elle est collective, de notre futur candidat. Et les régionales, d'un mot, ça vous intéresse? Le centre Val-de-Loire? Oui, il y a beaucoup d'élus qui me... Je prendrai ma décision dans quelques semaines. Il y a beaucoup d'élus qui me sollicitent, on verra. Allez, c'est l'heure d'accueillir Thomas Després pour sa chronique. Que s'est-il passé ces dernières 24 heures au Palais Bourbon? C'est ma journée assemblée, tout de suite. Bonsoir Thomas. Bonsoir Myriam, bonsoir Alors un mot a dominé l'actualité parlementaire, néonicotinoïdes. Oui exactement, vous savez, c'est ces insecticides tueurs d'abeilles que le gouvernement veut autoriser jusqu'en 2023 dans la culture de betterave. Eh bien le vote a eu lieu il y a quelques minutes dans l'hémicycle, c'était juste après les questions au gouvernement. Les députés étaient réunis pour un vote solennel. Pour 313 contre 158, l'Assemblée nationale a adopté. Alors ça c'était tout à l'heure, mais en fait les débats ont commencé depuis hier et ils ont duré une bonne partie de la nuit, 8 heures d'échanges souvent musclés sur cette question, faut-il autoriser les néonicotinoïdes dans la culture de betteraves sucrières? Votre collègue Madame Pompili en 2016 avait dit les études s'empilent, aujourd'hui on peut raconter ce qu'on veut, les néonicotinoïdes sont extrêmement dangereux. Une fois de plus, il s'agit de faire payer nos déboires économiques à l'environnement. Personne n'est pour la disparition de la filière betteravière et personne n'est pour la substitution du sucre français par du sucre produit à l'étranger dans des conditions moins-disantes. Alors il y avait clairement deux camps, les contre avec les socialistes, les communistes, libertés et territoires, écologie, démocratie et solidarité qui portaient un petit masque abeille, et puis les autres, les républicains et la majorité qui ont soutenu le projet de loi. Mais nous, le clash qu'on retiendra, c'est celui entre l'ancienne ministre de l'écologie Delphine Batho et le ministre de l'agriculture Julien Denormandie. Allons-nous, oui ou non,
Autoriser l'empoisonnement intentionnel des terres de France. Vous dites l'empoisonnement des terres de France, mais l'empoisonnement des terres de Pologne, alors ça, rien à faire. Et donc demain, on va continuer à importer un empoisonnement de terres européennes, mais chacun pour soi. Une écologie du chacun pour soi, c'est pas le sens de l'écologie que moi, j'ai enraciné en moi. Bon, alors vous avez vu, le ministre a été applaudi, mais en fait le sujet il divise énormément jusque dans la majorité. Tout à l'heure, 175 députés En Marche ont voté pour, 32 députés ont voté contre, 36 se sont abstenus. Jamais autant de députés La République En Marche n'avaient fait défaut au gouvernement pour un texte. C'est un record. Alors avec Émilie Henny, on a cherché à interroger un de ces 32 députés qui ont voté contre. Parce que je pense qu'il faut aider les agriculteurs de la filière betterave, de la filière sucrière, mais sans pour autant revenir sur la loi de 2016 qui interdisait ces néonicotinoïdes. Ce sont des pesticides extrêmement puissants qui restent dans les sols, qui restent dans l'eau, qui s'attaquent aux insectes pollinisateurs. Et c'est un symbole majeur qu'il ne faut pas toucher. On a le temps de faire une réaction ou pas? Voilà Myriam, prochaine étape pour le texte, le Sénat dans les prochaines semaines. Vous avez voté ce texte Oui, pour les insecticides tueurs d'abeilles? Pour la raison d'ailleurs qu'expliquait très bien Monsieur de Normandie, c'est que arrêtons de prendre les Français pour des imbéciles. Interdire un produit en France qu'on continuera à importer du monde entier, c'est vraiment prendre les gens pour des imbéciles. Oui, il y a une alternative. Mais tant qu'il n'y a pas cette alternative, soutenons la filière betterave en France. Deuxième grand thème de cette émission. Vous restez avec nous, Guillaume Pelletier. La langue arabe. Une langue quasiment taboue, en tous les cas peu enseignée. On va le voir tout de suite. Le gouvernement veut renforcer son apprentissage à l'école pour lutter contre le séparatisme religieux. Qui est pour, qui est contre? C'est le face-à-face tout de suite. Face à face, qui oppose, qui vous oppose, Guillaume Pelletier ce soir à Yaël Braun-Pivet. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous présidez la commission des lois à l'Assemblée nationale, député La République En Marche des Yvelines et Nabil Wakim. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes là non pas pour le face à face, mais pour votre éclairage parce que journaliste au Monde que vous êtes, vous signez un livre absolument passionnant qui s'appelle L'Arabe pour tous. Pourquoi ma langue est taboue en France? C'est aux éditions du Seuil. C'est un récit qui est à la fois intime, mais qui est aussi très politique, parce que vous êtes allé voir plein de personnalités, on va y revenir. C'est la langue arabe, qui est votre langue maternelle, mais que vous avez perdue. On va y revenir dans un instant. Mais d'abord, les clés pour comprendre ce dossier. Au fond, pourquoi seul un élève sur 2000 en France apprend l'arabe à l'école? On voit cela avec Nathalie Guilloire. Combien d'élèves apprennent-ils l'arabe? Au collège et lycée, ils étaient 14 900 à la rentrée 2019 selon l'Éducation nationale. Soit 2 élèves environ sur 1000 ont fait le choix de prendre arabe en seconde ou troisième langue. Les professeurs sont majoritairement des agrégés désignés par le ministère. En primaire, les chiffres sont encore plus faibles. Ils étaient 567 enfants à apprendre l'arabe contre 1483 pour le chinois en 2017. Que vont devenir les ELCO? Les ELCO, ce sont les enseignements de langue et de culture d'origine prodigués en dehors du temps scolaire dès le CE1 par des maîtres issus de 9 pays différents comme l'Algérie, la Turquie, le Maroc, mais aussi l'Italie, l'Espagne et la Serbie. Ce n'est donc pas l'Éducation nationale qui les rémunère, mais ses pays partenaires. Des enseignements parfois pointés du doigt pour leur caractère communautariste. Voilà pourquoi Emmanuel Macron a annoncé leur suppression dès la rentrée 2020. Notre école, ensuite, ne peut en aucun cas faire l'objet d'ingérences étrangères. Nous mettons donc bien fin aux ELCO. Ça n'est pas simplement un projet qui avait parfois pu être par le passé agité, discuté. C'est une réalité. Que propose la future loi sur la laïcité? L'objectif du gouvernement est de mieux encadrer l'enseignement de l'arabe en France, afin d'éviter que les parents se tournent vers les mosquées, les associations religieuses et les écoles privées. Mais pour l'instant, le ministère de l'Éducation n'a donné aucune précision sur la manière dont l'enseignement de l'arabe sera renforcé à l'école. Yaël Braun-Pivet, 2 élèves sur 1000 seulement étudient l'arabe au collège ou au lycée. Il y a 4 agrégés seulement en 2020 dans notre pays. Pourquoi ça bloque? Est-ce qu'il y a un blocage dans l'éducation nationale à enseigner l'arabe? Je ne sais pas si on peut parler de blocage. Moi, je crois qu'effectivement, il faut faire le constat et une fois qu'on a fait le constat, y apporter des solutions. Peut-être qu'effectivement, dans le passé, il y a eu une réticence à apprendre cette langue à l'école. Maintenant, je crois qu'il y a un réel besoin. Il y a un réel besoin des enfants, il y a un réel besoin des familles. On a un réel besoin aussi de nos entreprises, on a un réel besoin de nos services. Moi qui m'occupe par exemple de renseignements, on voit qu'on manque de linguistes, on manque d'analyse
d'analystes qui sont capables de travailler en langue arabe. C'est une langue de notre monde, c'est une langue de notre pays. Et donc, je pense qu'évidemment, il faut renforcer son apprentissage, former des professeurs, parce qu'on manque également de professeurs, pour pouvoir former nos élèves. Je vous donne la parole, Guillaume Pelletier, mais un mot quand même sur le diagnostic, parce que peut-être qu'il nous manque de grands experts pour sauver le pays en plein Covid qui parlent arabe ou d'autres langues rares, mais n'empêche que vous expliquez bien, Nabil Wakim, dans votre livre, que c'est une langue qui est devenue taboue. C'est une langue qui est synonyme de régression sociale. Vous arrivez en France, vous avez 4 ans, vous êtes né au Liban. Votre langue maternelle, celle que vous avez entendue en premier dans votre oreille de jeune enfant, c'est l'arabe, et puis plus rien. Vos parents ne vous parlent pas en arabe, enfin en tout cas ils ne vous l'enseignent pas, et vous ne l'apprenez jamais. Comment vous expliquez ça, personnellement et de façon plus globale à l'échelle du pays ? C'est effectivement une question qui mêle l'intime et le politique. Il y a à la fois, bien sûr, ce dont parlait Madame Brand-Pivet, à savoir les blocages qui existent dans l'éducation nationale, qui sont certains et qui sont assez lointains, la mauvaise image qui est accolée à l'arabe, les confusions qui sont entretenues par certains politiques, y compris ici à l'Assemblée, cette confusion, ces stéréotypes sur l'arabe, l'islamisme, le terrorisme, etc. Mais il y a aussi, et c'est une partie que j'explore dans mon livre, cette prudence qu'ont les familles immigrées elles-mêmes à transmettre l'arabe en se disant, bon, comme l'arabe a mauvaise réputation, je vais peut-être pas miser là-dessus. Et d'ailleurs, il y a une sociologue qui dit dans votre livre langue perçue comme dégoûtante et illégitime qu'il faut refouler. Alors on voit bien, il y a 2 exemples dans le livre, c'est les anciennes ministres Myriam El Khomri ou Najat Vallaud-Belkacem, elles ont fait allemand première langue, anglais deuxième langue et latin. Alors c'est très bien pour elles et c'est tant mieux, mais on voit bien que dans l'imaginaire des parents issus de l'immigration, il y a cette idée que l'arabe n'est pas forcément une langue sur laquelle il faut miser. Le paradoxe, et c'est ce dont vous parliez, c'est qu'à l'inverse, pour un certain nombre de gens qui ne sont pas des arabophones ou qui ne sont pas issus de familles arabophones, l'arabe c'est une chance formidable d'ouverture sur le monde, une opportunité économique, bien sûr, de devenir diplomate, journaliste, de travailler dans le renseignement, etc. Donc on a en France une très grande tradition d'apprentissage de l'arabe, une école dite arabisante qui existe depuis François Ier. Et à côté de ça, on a des millions d'arabophones qui n'apprennent pas l'arabe dans le cadre de l'éducation nationale. C'est un paradoxe et une bizarrerie française. Guillaume Pelletier, est-ce qu'il est urgent, au fond, de rétablir une certaine égalité d'accès à l'enseignement de l'arabe au collège et au lycée ? Moi, je pense 2 choses là-dessus. D'abord, je trouve ça très dangereux de la part du président de la République d'avoir, dans une loi annoncée sur le séparatisme, la laïcité ou la lutte contre l'islam politique, parlé de l'enseignement de la langue arabe. Pour moi, ça n'a rien à voir, c'est totalement hors sujet. Et on va en reparler. Deuxièmement, moi, je viens d'une famille modeste. Je dois énormément à l'école de la République, à mes instituteurs et mes professeurs remarquables. Et je crois que fondamentalement, l'urgence absolue dans notre pays, c'est que tous les Français de France parlent bien le français. Est-ce que c'est incompatible ? Attendez, j'y viens. J'oppose pas. Hein. On a 21% des enfants, en cette rentrée, 21% des enfants de France qui ne savent pas ou peu lire, écrire, compter en quittant le CM2. L'urgence absolue, elle est là. Chiffre officiel de l'éducation nationale. Pour autant, que l'on développe en seconde langue vivante, première langue vivante, au lycée, comme l'anglais, comme l'allemand, l'arabe ne me gêne absolument pas, bien au contraire. 2 arguments. On a besoin, vous l'avez d'ailleurs dit, pardon de vous sur la diplomatie, le journalisme, il y a plein de choses à faire. Il y a 2 arguments. D'abord, c'est pas l'urgence. Et deuxièmement, c'est inefficace, parce qu'il faut quand même rappeler pourquoi on parle de l'enseignement de l'arabe aujourd'hui. C'est dans la lutte contre l'islamisme radical. Alors, plusieurs choses très rapidement. 1, sur l'apprentissage des savoirs fondamentaux, on met le paquet depuis 3 ans, nous. On a dédoublé les classes de CP, de CE1 dans les zones les plus défavorisées. Donc les enfants, aujourd'hui, justement, nous, on met l'accent sur les savoirs fondamentaux et sur leur apprentissage. Ça, c'est pour le français. Ça ne s'oppose pas. Non, mais ce que je veux dire, c'est que ça ne s'oppose pas. Après, toutes les personnes qui parlent de langues étrangères vous disent que plus on va apprendre les langues étrangères à quelqu'un, plus il va être en capacité de travailler tous ces apprentissages. Donc une langue, c'est un plus, c'est pas un moins. C'est pas parce qu'on va travailler une langue étrangère qu'on retranche la capacité à travailler d'autres matières. Apprendre l'arabe à l'école, est-ce que ça permet à de jeunes élèves dont les parents seraient d'origine immigrée ou du Maghreb de ne pas aller l'apprendre à la mosquée? C'est ça la question. C'est une des questions. Il y a 2 questions à mon sens. D'une part, effectivement, il faut que les apprentissages puissent s'effectuer dans un cadre républicain. Et moi, je préfère que les enfants apprennent l'arabe avec tout ce que cela comporte comme apprentissage de la culture, du monde, du rayonnement arabe,
à l'école républicaine par un enseignant qui est formé pour cela et qui est laïque, plutôt que d'avoir des enfants qui apprennent l'arabe uniquement à travers le Coran dans un système religieux. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, moi, je crois qu'il ne faut pas nier les origines des gens. Moi, par exemple, j'ai appris l'allemand première langue. Ma grand-mère était d'origine munichoise. Et pourquoi on a choisi l'allemand première langue? Elle était immigrée, milieu modeste également. Et le choix, c'était de dire, mais comme ça, tu vas pouvoir aussi comprendre ce que dit ta grand-mère qui parlait très mal le français. Tu vas pouvoir avoir ce lien avec tes origines. L'inscription dans une transmission. C'est extrêmement important. Il ne faut pas nier les origines des gens. C'est encore une fois un enrichissement. Alors, OK pour l'origine, OK pour le lien et l'enrichissement. Mais il y a un débat d'actualité. J'aimerais que vous nous disiez ce que vous en pensez, Nabil Wakim. Je crois qu'il y a deux choses différentes. Il y a une première chose qui est effectivement de ne pas créer de confusion un peu idiote entre l'arabe, la langue arabe et l'islamisme. La majorité des musulmans dans le monde ne parlent pas l'arabe. Des millions d'arabes ne sont pas musulmans. Donc il faut arrêter de tout mélanger. Et c'est pas parce que des petits Français vont apprendre l'arabe à la mosquée qu'ils vont devenir des fondamentalistes ou des terroristes. Ça aussi, c'est une confusion très grave qu'il faut sortir de nos cerveaux. Par contre, ce que j'ai constaté en écrivant ce livre, c'est que l'arabe qui est appris à la mosquée, c'est surtout un mauvais arabe qui est enseigné par des gens qui sont pas profs, qui donnent un enseignement de mauvaise qualité dans des salles qui sont pas équipées, sans manuel. Donc en fait, la vraie question, c'est de dire, si on veut que des gens apprennent l'arabe, il faut qu'ils le fassent dans un cadre, pas simplement républicain, mais dans un cadre pédagogique de qualité. C'est ça l'apprentissage des langues vivantes. Et cette richesse de langues vivantes, elle ne peut exister que dans un cadre où on apprend une langue qui est vivante, pas une langue qui est celle d'un texte religieux qui ne permet pas d'acheter le pain. Mais il y a d'acheter le pain ou de trouver du boulot peut-être. Mais il y a aussi une deuxième chose qui est plus profonde, c'est aussi que l'arabe, c'est une langue de France. Parmi les langues de France, la deuxième langue, c'est la deuxième langue la plus parlée en France, parmi toutes les langues de France, que sont le breton, l'occitan, l'alsacien, les créoles des Antilles et de la Réunion, et les langues d'immigration, bien sûr. Eh bien, l'arabe a sa place là-dedans. Et je crois qu'au fond, c'est pas un débat pour dire apprendre l'arabe, ça permet de combattre le séparatisme islamiste ou je ne sais quoi. Apprendre l'arabe, c'est permettre à des Français de devenir pleinement français en reconnaissant leurs différentes identités, leurs différentes cultures. C'est un débat au fond sur ce que c'est l'identité française. Et quand Guillaume Pelletier dit c'est le français d'abord et uniquement le français, moi je ne suis pas d'accord parce que je pense que cette priorité-là, elle est fausse. L'apprentissage et la reconnaissance de nos cultures, de nos langues de France, c'est ça qui fait notre force, c'est ce qui a toujours enrichi la République et qui l'a rendue plus forte. En fait, faire nation et faire République passerait par D'abord, j'ai pas dit uniquement, mais je suis pas du tout d'accord. Je pense qu'il y a deux visions philosophiques qu'il faut respecter, culturelles. Il y a la vision anglo-saxonne du monde où on pense qu'une communauté nationale, c'est une addition de communautés juxtaposées. Moi, je crois que le multiculturalisme... On ne parle pas de communauté ici, on parle de langue. Il n'y a pas de communauté arabe en France, monsieur Pelletier. Est-ce qu'il y a une communauté arabe en France? Je ne crois pas. Une communauté nationale, ça c'est l'idéal. Qui parle plusieurs langues. Et vous savez très bien que dans nos quartiers populaires, de plus en plus, il y a, pas par rapport à la langue, par rapport aux pratiques, au mode de vie, des tentations séparatistes très graves et très lourdes qu'il nous faut combattre. Et vous proposez en fait à ces jeunes d'oublier l'arabe pour le français. Moi je suis pour les hussards noirs de la République, c'est-à-dire je considère que quand un pays est fragmenté et divisé comme il l'est chez nous, l'urgence absolue, c'est ce qui nous fédère et nous rassemble. La langue française, depuis des siècles, qui est aujourd'hui mal enseignée et en tout cas mal portée, malgré vos efforts, par 20% de nos enfants. Deuxièmement, l'histoire de France, l'amour de notre histoire, de 2000 ans d'histoire. C'est très bien de vouloir aimer la culture des autres. Très bien. Mais c'est pas la culture des autres. Moi, j'aime la France. Mais d'abord, j'aime la France dans sa richesse, monsieur Pelletier. Ce n'est pas la culture des autres. C'est la culture de la France. L'histoire de la France, c'est l'histoire d'émigration, c'est l'histoire de ces richesses qui nous ont enrichis. Bien sûr, pas que. Mais c'est aussi ça. Très bien. En disant, c'est uniquement cette histoire-là, c'est vous qui oubliez ce qu'est l'histoire de la République, ce creuset dont nous sommes tous et toutes issus ici. En disant, moi, j'aime la France parce qu'elle est comme ça, vous aimez une France qui est une France factice, qui est une France conservée dans du formol. J'ai eu la chance d'être professeur d'histoire en collège et lycée public. L'histoire de France, c'est pas simplement l'histoire des rois. L'histoire de France aujourd'hui... Vous êtes inquiet parce que quand on regarde les statistiques sur l'enseignement de l'arabe, il y a très peu d'enseignements, on est très loin du compte. Non, mais c'est surtout, je vois pas le rapport en fait. Je dis que ceux qui nous gouvernent, pour moi, mais voilà, je respecte votre position, respectez la mienne. Absolument. Pour moi, n'ont rien compris. C'est-à-dire qu'ils veulent ajouter des choses différentes à l'éducation nationale dans l'enseignement. Moi, je plaide pour un tronc commun. La célébration de nos parts de lumière et de nos parts d'ombre de 2000 ans d'histoire française. Je vais donner le mot de la fin à la présidente de la commission des lois qui risque de porter ces mesures. Vous avez le mot de la fin, 15 secondes pour conclure. C'est très gentil. Non, mais en fait, moi, je ne vois pas le rapport. Ces sujets-là n'ont pas été abordés de cette façon-là lorsque l'on a introduit le
russe, le chinois, le japonais dans nos écoles. Pourquoi tout d'un coup l'introduction de l'arabe dans nos écoles, alors que l'arabe existe depuis plus de 500 ans dans nos écoles, remettrait en cause notre République, nos valeurs, nos histoires? Vous êtes complètement à côté de la plaque, excusez-moi. Allez, on ne va pas vous réconcilier sur ce sujet-là. Merci beaucoup, c'était passionnant, c'était passionné, un peu trop court. Quelque chose me dit qu'on aura l'occasion d'en reparler. Je rappelle le titre de votre livre, Nabil Wakim, L'arabe pour tous. Pourquoi ma langue est taboue en France est au seuil. Et ça vient de sortir, je le recommande. Très belle soirée à tous et à demain.